De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así. Je vous donne la bienvenue. Merci beaucoup d'être venu. Comme à tous les ans, vous êtes toujours avec nous pour cet hommage au président Salvador Allende. Je dois vous présenter le programme de la journée, de la réunion, mettons. Et on a le mot de bienvenue de la présidente de la Fondation, Denise Gagnon, qui est là avec nous. En deuxième lieu, elle va expliquer aussi quelques faits saillants de la dernière mission d'observation dont elle a fait partie. Cette mission a eu lieu au début de l'année passée et vous allez écouter un rapport de cette mission, bref rapport de cette mission-là et aussi les suites qui ont été données ici au Canada, les suites de cette mission, de ces rapports. Bon, en deuxième lieu, il y aura le rappel des événements avec l'expérience qu'a vécue Mme Louise Harel, qui est allée au Chili. Elle va nous parler tantôt de son expérience qu'elle a eue au Chili. Et après, il y a la mission québécoise suivie des autorités canadiennes qui va être présentée par Luc Allaire. Luc Allaire, qui est aussi président de CISO, la Conférence internationale de solidarité ouvrière, Luc Allaire, et qui est aussi chargé des relations internationales à la CSQ, la Centrale d'enseignement du Québec. CSQ. Bon, et il va y avoir aussi un bref rapport d'actualité sur la Constituante. Vous savez qu'en ce moment-ci au Chili, il se passe pas mal de choses avec la Convention Constituante qui a été élue et qui est déjà en fonctionnement. Donc, Osvaldo Núñez, ancien député du Bloc québécois à Ottawa et militant, membre honoraire de notre fondation, va faire le rapport. Ensuite, il y aura une présentation culturelle par notre invitée chilienne Aspasia Wierliski, qui est là. Aspasia, qui est une femme écrivaine et poète. Après, il y aura la place pour faire des commentaires, des questions des participants. Et puis, on va vous inviter aussi à faire le suivi des activités de solidarité aujourd'hui. Aujourd'hui que nous commémorons le 48e anniversaire de la mort du président Allende. Il y a aussi une rencontre très dynamique, importante, qui se fait au Parc des Amériques, sur la rue Saint-Laurent et Rachel, Parc des Amériques, où il y a beaucoup de participants des groupes artistiques et tout ça. Bon, maintenant, je vais vous mentionner deux invités qui ont bien voulu être avec nous et partager cette commémoration. Il s'agit d'André Vanas qui est là, chargé de faire une vidéo. Et donc André Vanas de Production Bonsai. Production Bonsai, qui est un groupe de production, de filmation très, très solidaire avec les mouvements progressistes, les groupes syndicaux, les groupes populaires. Il est toujours avec nous quand il le faut. Merci beaucoup, André. Il y a aussi un fonctionnaire de la ville, Esteban Benavides, qui est, ça dit en passant, Esteban est d'origine chilienne. Il est d'origine chilienne. Oui. Il vient au nom du Bureau des relations internationales de la ville de Montréal et actuellement il est conseiller aux affaires internationales de la ville de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous, Esteban. Bien. Il y a aussi une annonce que je dois vous dire. Vous vous souvenez de notre grand ami Yves Lanneville, qui a été trésorier au moment de la création de la fondation et de la campagne de fonds. On a fait une campagne pour réunir les fonds pour la construction de ces beaux monuments. On a fait une campagne parrainée par la ville de Montréal et où toute la communauté chilienne et québécoise a collaboré. On a réuni pas mal d'argent pour faire les monuments-là. C'est belle œuvre, qui a été faite par Michel Devrouin, sculpteur québécois. Et il y a une autre annonce que je dois vous faire. Jorge Guerra m'a dit qu'il a reçu des nouvelles du Chili. Il y a en ce moment-ci une grande manifestation tout près du monument Salvador Allende qui se trouve près du Palais de la Moneda, à une rue près du Palais de la Moneda. Donc il y a une grande manifestation
Et aussi, il y a une grande répression, comme d'habitude, de ce gouvernement-là. Et il a exercé la répression avec toutes sortes de bombes lacrymogènes. Ça, c'est la plus douce. Hein? Et aussi d'autres bombes qui font très, très mal aux gens. Hein? C'est déjà la pratique habituelle de la dictature, hein? De la dictature de Piñera. Une dictature légale, mais dictature enfin. Bon, c'est ça. Alors, nous allons suivre cet événement-là avec beaucoup de préoccupations pour ce qui se passe au Chili. Bien. Et maintenant, je laisse la parole à la présidente de la Fondation, Denise Gagnon. Ben, peut-être une petite nouvelle avant de commencer ma présentation. Bonjour tout le monde, hola. Il y a aussi, on a perdu un membre, Juan Rosas, je ne sais pas si tu vas en dire un mot, Orqué, qui est décédé là, la semaine dernière. Donc, on a envoyé la Fondation là, nos vœux de sympathie et tout ça. Peut-être tu veux dire un mot sur ça? Juan a été un des membres fondateurs. Il y avait 4 organismes fondateurs de la Fondation Salvador Allende. Juan Rojas était un de ceux-là. C'était le président, il était à ce moment-là le président de la PROTACH, l'Association des professionnels et techniciens chiliens. Et il y en avait aussi l'Association des Chiliens qui faisait partie de ces 4 groupes. Il y en avait aussi le comité Carlota Van Schoen et finalement le colectivo socialiste. On était les 4 qui ont été à la base de la fondation, bien sûr avec l'aide de Osvaldo Núñez et Zaida Núñez, qui nous ont beaucoup aidés dans ces démarches-là. Alors Juan, qui était, comme j'ai dit, un des membres fondateurs de la fondation, mais aussi un des membres actifs de plusieurs organismes chiliens et latino-américains, est décédé le 6. Il avait l'Alzheimer depuis quelques années déjà. Puis était dans une résidence, donc il a décédé ce 6 septembre. C'est ça qui nous a communiqué à son fils, Rodrigo Rojas. Et puis il m'a aussi dit qu'il va organiser dans 2 semaines à peu près une activité de rencontre, de partage plutôt, avec des amis plus intimes de Juan, une vingtaine peut-être de personnes maximum à sa maison, pour parler du vécu avec Juan, de l'expérience qu'on a eue avec Juan Rojas, etc. Alors voilà pour cette nouvelle. Merci Denise. Merci Orqué. Donc on prend un petit 15 secondes de réflexion là, pour nos amis disparus ou malades. Là. Alors donc, plusieurs d'entre vous le savez, la Fondation Salvador Allende est dédiée bien sûr à la mémoire de Salvador Allende. Donc ce sera le 48e anniversaire et bientôt le 50e là, de son décès. C'est aussi, pour ce qui est de la Fondation Salvador Allende de Montréal, un réseau d'amitié entre le Québec et la population chilienne, notamment tous les réfugiés chiliens qui sont venus ici après le coup d'État. Et comme vous le voyez, malheureusement, on ne rajeunit pas. Donc, ça va être très important dans les prochaines années de préparer la relève et tout ça. On pourra en reparler. Donc, je vais revenir quand même sur ce monument qui a été présenté par Zaida. Monument qui s'appelle l'Arc. Il se présente sous la forme d'un arbre recoupé. Et sa signification profonde est liée à la déclaration de Salvador Allende qui déclarait « La semence que nous livrons à la conscience de milliers de Chiliens ne pourra jamais être fauchée. Ils ont les armes, ceux qui ont attaqué le pouvoir de Salvador Allende, ils pourront le dominer, mais les processus sociaux ne peuvent ni être arrêtés, ni par le crime, ni par la force. » On pourrait dire ça de bien des conflits dans le monde aujourd'hui, en Afghanistan notamment, etc. Donc la force ne tue pas les idées, et les idées ont des conséquences. C'est un peu ça que reflète ce monument. Il doit s'enraciner, et pour ça, il faut garder active la mémoire de Salvador Allende. Donc la Fondation vise à faire connaître le sens et l'œuvre démocratique du président de 70 à 73. Depuis sa création, la Fondation a eu plusieurs projets en collaboration avec les associations chiliennes, les organisations et la société québécoise, les organisations syndicales et tout ça. C'est un objectif qui demeure encore très important.
C'est pour ça qu'on a, je ne suis pas très bonne en espagnol, mais on a gardé l'idée d'avoir au sein de la Fondation autant des Québécois, des Québécoises et des Chiliens comme tels. Le 11 septembre 2009, grâce au soutien de la Ville de Montréal, on a pu avoir ce monument qu'on aimerait bien voir au centre-ville à un moment donné, parce que c'est difficile de venir ici et même de trouver le transport. Je le répète à chaque année, la Ville de Montréal va peut-être enregistrer mon message pour avoir un monument plus accessible. Cette année aussi, le 11 septembre, marque le 20e anniversaire des attentats terroristes aux États-Unis, dont font grand état les médias, qui ont fait plus de 3000 morts. Mais sans minimiser ce drame épouvantable, on oublie que les coups d'État pour défendre le modèle néolibéral qui nous afflige dans plusieurs régions du monde créent aussi beaucoup de victimes. Seulement au Chili, le coup d'État d'Augusto Pinochet aurait fait au moins 40 000 victimes officielles, selon un rapport d'une commission chargée, rapport qui est éminemment contesté d'année en année. Pour être reconnu comme une victime du coup d'État, il faut avoir été détenu, torturé pour des motifs politiques par des agents de l'État. Il faut avoir fait l'objet d'une disparition, d'exécution. En ce qui concerne les disparitions, il y en a plusieurs qu'on n'a pas pu mettre dans les statistiques parce qu'on ne les a jamais revues. Il faut avoir été kidnappé, tentative d'assassinat comme tel. Il fallait que les actes aient été commis entre 1973 et 1990 à la fin du régime de Pinochet. Alors aujourd'hui, on le sait, on est en pleine crise sociale au Chili. Les victimes continuent de s'accumuler. Plusieurs cas n'ont pas encore été recensés. Selon le nombre de plaintes, seulement les associations de défense des droits au Chili dénombrent environ 100 000 victimes. Donc on est beaucoup plus loin que les victimes dites officielles. Sans oublier les victimes actuelles de la crise sociale. Luc nous parlera tantôt de la mission qu'on a effectuée au Chili au début de l'année 2020. Il y a énormément de victimes, de blessés à l'œil, comme vous le savez, de gens qui ont été, voire assassinés, disparus aussi au moment où on se parle. Au plus fort des rencontres qu'on a eues avec les groupes au Chili, on a noté aussi beaucoup de violences politico-sexuelles systématiquement envers les femmes. Des femmes qui sont enfermées dans les commissariats, qui sont abusées, etc. Donc, phénomène qui est encore présent aujourd'hui, qui montre l'importance de réformer cette constitution au Chili, parce qu'au moment du coup d'État, on aura le bruit de fond, il y a eu énormément aussi de violence envers les femmes, et ça, pour un gouvernement canadien qui se dit féministe et qui ne réagit pas à ça, c'est une vraie honte. Alors, ça existait sous Pinochet, ça existe encore aujourd'hui. Et pour nous parler de cette culture envers les femmes, cette culture du viol, que j'appellerais pratiquement, on a invité Mme Harel, qui a bien voulu accepter de venir nous rencontrer aujourd'hui pour pas nous décrire les énormités qu'elle a pu constater, mais nous dire un peu quelques mots sur sa visite dans les prisons chiliennes de l'époque. Madame Harel, je vous laisse la parole. Alors, si vous me permettez, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai pas une voix de stentor. Hein? J'ai une voix, disons, je préfère les micros en général. Je trouve que c'est par le micro que passe l'égalité entre les hommes et les femmes. Hein? Alors, et donc, d'abord, je vais vous dire que cela fait certainement près de 50 ans, maintenant 48 ans pour l'assassinat, mais au moins 50 ans, que je voue une admiration vraiment sans borne pour Salvador Allende. Le projet qui était le sien était un projet qui inspirait pas simplement les Chiliens, mais qui inspirait aussi les jeunes générations ici même au Québec. Et il faut que vous sachiez que cet espoir d'un socialisme démocratique était une sorte d'embellie dans disons, c'était pas la fin de siècle, mais c'était quand même une étape où on sentait, si vous voulez, que le capitalisme allait en fait tout noyer. Et donc, disons que le premier,
le 11 septembre, encore ce matin, là, j'écrivais dans les médias sociaux, là, c'est la façon maintenant de communiquer, là, entre autres Twitter, là, j'écrivais que le 11 septembre, ce coup d'État militaire soutenu par les États-Unis pour contrer justement l'influence du socialisme démocratique d'Allende et l'assassinat de Salvador Allende, je ne comprends pas que les médias n'en parlent pas. Je ne comprends pas et en fait, je le répète, mais je crois que le 11 septembre appartient aussi à tous ceux et celles qui ont cru à un gouvernement démocratique qui prônait le socialisme. Il faut dire aussi que moi, je me suis mariée le 8 septembre 1973 avec Michel Bourdon, qui était à ce moment-là journaliste de Radio-Canada, mais qui deviendra, si vous voulez, qui deviendra conseiller à la CSN. Alors, on se marie le 8 septembre et notre voyage de noces, c'est de louer un chalet dans les Laurentides. Donc, nous sommes dans les Laurentides depuis 3 jours quand le coup d'État se produit. Alors là, on est sans dessus-dessous, on est rivé. On sait très bien que la situation s'était aggravée à tout point de vue économiquement. Mais là, on est rivé à la radio, c'est le seul média qu'on a. Et on n'y tient plus. On décide, parce qu'il y a une manifestation, grande manifestation qui aura lieu, organisée par les centrales syndicales. On décide de lâcher notre voyage de noces puis de revenir à Montréal pour participer à la manifestation. Et ça, je peux vous dire que c'est indélébile, là. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient des bons souvenirs de votre voyage de noces, mais disons que le mien est non, peut-être, non. Mais le mien est étroitement, mais totalement étroitement associé au coup d'État militaire et à l'assassinat. Moi, je dis l'assassinat, on sait très bien ce qui s'est passé et je pense que ça s'appelle un assassinat. Alors, donc, j'ai, pour toutes sortes de raisons, toujours été, pour toutes ces raisons et bien d'autres aussi, toujours été extrêmement admirative. J'ai écouté les discours. Le meilleur, le plus grand des discours, il me semble, c'est à la tribune des Nations Unies. C'est un discours qui... Et je souhaite, moi, quand Osvaldo m'a dit au nom de la Fondation, et je vous remercie de cette invitation à joindre les rangs pour la commémoration du 50e, moi, je pense tout de suite aux jeunes générations. Je veux, mais je suis prête à m'impliquer pour que, justement, les jeunes générations sachent qu'il y a un espoir et qu'il y a eu cet espoir-là qui a été évidemment éradiqué, mais qu'il y a toujours cet espoir d'un socialisme démocratique. Et surtout l'espoir d'une personnalité politique hors du commun et qui avait la capacité à la fois, si vous voulez, de rechercher la liberté et la justice et de faire en sorte que liberté et justice puissent se conjuguer, ce qui est assez extraordinaire. Hein? Alors, et puis par la suite, lorsque Clotilde Bertrand de Ciseaux, hein, tout le monde se rappelle peut-être de Roberto et de Clotilde. Et quand Clotilde, moi j'étais députée à ce moment-là, nous étions dans l'opposition et elle m'a proposé d'accompagner, de faire partie d'une délégation qui était invitée par le mouvement des femmes chiliennes. Il faut dire que lorsqu'il y avait une tournée qui se faisait, j'invitais en fait les femmes qui faisaient la tournée au Québec. Alors, Clotilde me les présentait, donc j'avais encore quelques contacts. Et donc, quand Clotilde me propose de participer à une espèce de test
que le mouvement des femmes chiliennes, en fait, à qui incombait une sorte de responsabilité du mouvement démocratique très ample, là, à qui incombait la responsabilité de tester le régime de Pinochet par des manifestations à l'occasion du 8 mars, avant la venue du pape, n'est-ce pas? Donc, c'était comme un test pour que le régime ne porte pas juste, si vous voulez, une image, alors que finalement, le 8 mars, à l'occasion du mouvement des femmes, ce serait en fait révélé beaucoup de répression. Alors, nous étions 5. Clotilde, Bertrand, qui était de Ciseaux, et il y avait une femme pasteur, il y avait aussi... Pardon? Oui, il y avait une religieuse extraordinaire, je partageais ma chambre avec elle, d'ailleurs, du mouvement Justice et Paix, et il y avait aussi une conseillère à la CSQ. Vice-présidente Monique Fitzbach. Oui, vice-présidente, merci, Monique Fitzbach. Alors, nous étions toutes les 5, et... j'ai raconté à quelques-unes d'entre vous, en fait, de participer à ces manifestations qui se passaient vraiment autrement que ce qu'on avait pu imaginer, c'est-à-dire sur cette grande place où un peu avant l'heure dite, à 5 minutes avant l'heure dite, il n'y avait personne. Alors, on se disait que... Et tout à coup, à l'heure précise, la place est envahie par des femmes, et qui venaient plusieurs de différents pays. Et pour justement appuyer ce mouvement démocratique et faire ce test de démocratie. Alors, à ce moment-là, j'ai connu, on m'a dit finalement, j'ai connu ces eaux sales là, projetées par des camions-citernes pour faire fuir. Mais, tu sais, on avait des manifestations à Montréal qui n'étaient pas toujours faciles, mais je ne sache pas que jamais il y a eu des camions-citernes avec des coups là, qui étaient déversés sur les manifestantes. En fait, c'était notre expérience à ce moment-là. Et donc... je disais donc, par la suite, nous avons obtenu une rencontre, notre délégation, avec le président de la Cour suprême, qui semblait encore être quelqu'un au-dessus de la mêlée, mais en fait, au-dessus de la mêlée avec le régime Pinochet depuis quand même, à ce moment-là, presque 16 ans. Alors donc, et on voulait obtenir un laissez-passer pour pour rencontrer les prisonnières politiques dans les prisons. Alors, il nous a dit, écoutez, moi, je ne peux pas décerner de laissez-passer, il faut que vous vous adressiez au ministre de l'Intérieur. Alors, qu'à cela ne tienne, on ne pouvait pas avoir un rendez-vous avec lui, mais on va aller à son bureau. Alors, nous sommes partis toutes les 5. Et l'adjointe qui était là nous a dit, il ne sera pas là aujourd'hui, etc. Bon, c'est pas grave, on va l'attendre. Alors, on s'est installé pour l'attendre, tout ça, vraiment, comme... On était naïfs, vous allez me dire, mais c'était... Alors, on s'est installé pour l'attendre, et puis, donc, le temps passait, tout ça, mais on était toujours là. Et finalement, il est arrivé, hein. Et puis, là, ça, c'est indélébile, là. Alors, il nous a fait venir à son bureau, puis il nous a fait le coup de la chaise. Vous savez, cette chaise qui tourne, là, comme ça. Alors, il nous parlait, on était là, comme vous, puis il nous parlait comme ça. Il nous parlait, tu sais, c'était incroyable. Il nous faisait vraiment comme si c'était du théâtre, en quelque part, tout ça. Ah oui, puis là, finalement disons que j'assistais à une scène, certainement, de masculinité toxique. Ça, là, c'est certain. Mais finalement, il nous a libéralement, tu sais, comme dans un grand geste de faveur, là, il nous a laissé se laisser passer. Et là, il y a eu quelques rencontres. Mes compagnes sont restées. Moi, j'étais députée à l'époque et l'Assemblée siégeait. Et puis, je n'avais pas demandé la permission de personne non plus. Alors. Et donc, je suis revenue. Mais je disais donc, c'est certain qu'il y a des récits de ces femmes militantes
que j'ai pu rencontrer, qui restent à la fois toujours gravées dans ma mémoire et pour toujours, et pour toujours. Ce qu'elles ont subi, ce qu'elles étaient prêtes encore, et c'était des jeunes femmes, et c'était des très belles jeunes femmes, et ce qu'elles ont vraiment enduré, mérite énormément qu'on poursuive leur combat. Je vous remercie. Bravo. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Luc Allaire, je suis président du CISO, le Centre international de solidarité ouvrière, et je suis aussi le responsable des relations internationales à la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Alors, je suis ici parce que l'année dernière, en janvier 2020, j'ai fait partie d'une délégation qui s'est rendue au Chili, une délégation composée de 9 personnes, qui étaient des universitaires, des syndicalistes et des représentants du Parlement québécois et du Parlement canadien. Et cette mission-là avait comme objectif d'être une mission d'observation sur les droits humains au Chili. Notre mission visait à mesurer en fait l'ampleur des atteintes aux droits humains qui avaient eu lieu après le 18 octobre. Il y avait une explosion sociale le 18 octobre 2019 suite à l'augmentation du prix du métro. Et là, c'est 30 cents Tavos, 30 cents. Pourquoi une telle explosion sociale? Ce que les gens disaient, c'est pas 30 cents, c'est 30 ans de répression sociale. Et finalement, cette augmentation des prix du billet de métro a été la goutte qui a fait déborder le vase de toutes les inégalités que les gens subissaient depuis plus de 30 ans. Donc, il y a eu des manifestations partout dans le pays qui se sont organisées et elles ont fait face à la répression très, très grande de la police chilienne. L'objectif de ces manifestations, c'était de dénoncer des politiques néolibérales qui avaient entraîné la privatisation de presque tous les services publics, que ce soit la santé, l'éducation, l'eau, les fonds de pension, etc. Et c'est ce qui a toutes ces privatisations-là ont exacerbé toutes les inégalités existantes dans l'un des pays qui est peut-être les plus inégalitaires au monde. Donc, lors de cette mission, on a rencontré une centaine de personnes provenant de 51 organisations et ils nous ont fait part des violations de droits systématiques et généralisées. Ces violations ont pris différentes formes. Une utilisation massive et indiscriminée de gaz lacrymogène dans des quartiers entiers. Même s'il n'y avait pas de manifestation, ils lançaient des gaz lacrymogènes. On a été témoins à un moment donné, on était à Valparaiso et le soir, on marchait vers le centre pour aller prendre notre autobus. Et là, la police arrive et lance des gaz lacrymogènes. Il n'y avait pas de manifestation, rien. Mais avec l'odeur, et ça rentre dans les maisons. Alors les gens des quartiers pauvres subissaient ces gaz lacrymogènes-là. Ensuite, les canons à eau, Louise en a parlé, et là maintenant on met des gaz, des produits chimiques qui sont très dommageables pour la peau dans les canons à eau qu'ils tirent chez les manifestants. Les blessures par balles en caoutchouc, les carabiniers visent directement à la tête des gens et ça provoque énormément de blessures oculaires. Au moment où on était là, on calculait qu'il y avait près de 500 personnes qui avaient été atteintes, qui avaient subi des blessures oculaires par ces balles en caoutchouc là, tirées par les carabiniers. Les violences et les abus sexuels que des militantes qualifient de violences politico-sexuelles. Et cette violence-là touche aussi les personnes homosexuelles et les transgenres. C'est tout à fond les femmes et aussi la communauté LGBTQ. Et les détentions non enregistrées, les gens qui sont détenus et les parents ne savent pas où ils sont, ils n'ont aucune idée où ils ont été détenus. Les passages à tabac des détenus, les agressions sur le personnel de la santé, quand il y a une manifestation, des gens qui sont blessés, le personnel de la santé arrive et la police attaque le personnel de santé qui vient vérifier, qui vient aider ces personnes-là, même s'ils ont le symbole de la Croix-Rouge, alors que ça va contre toutes les conventions internationales. Même le personnel d'observation des droits humains est attaqué aussi par les carabiniers. Les procédures judiciaires négligentes et partiales, le recours à la détention préventive, etc. Bref, la culture de violence policière qui est héritée de la dictature instaurée par Pinochet est encore présente aujourd'hui. On voit que cette culture-là a imprégné
les forces de l'ordre, et c'est systématique et généralisé. Ce n'est pas un cas de temps en temps, là, une tête brûlée qu'on pourrait dire d'un policier, parce qu'on a rencontré des gens du ministère de l'Intérieur, et ce qu'ils nous ont dit, ils ont dit il arrive parfois que dans des manifestations, un policier se fait attaquer et là réagit. Mais c'est pas quand c'est aussi systématique, aussi généralisé partout dans le pays, avec une structure militaire. C'est très hiérarchique, la police au Chili. Alors, ça se peut pas que ça ne soit pas des ordres qui viennent d'en haut qui arrivent. Alors, nous, on a fait un rapport de notre délégation, un rapport qui a été hautement médiatisé au Chili. À la fin de notre mission, on a fait une conférence de presse. Il y avait une trentaine de médias qui étaient présents et ça a eu un écho très retentissant dans le pays. Donc, et encore aujourd'hui, la CODEPU, l'organisation qui nous a accueillis, fait référence à notre rapport et on est toujours en contact avec les organisations chiliennes pour dénoncer les violences qui sont subies là-bas au Chili. Dans notre rapport, on a fait plusieurs recommandations, des recommandations vis-à-vis notamment des gouvernements du Québec et du Canada, afin qu'ils dénoncent publiquement les atteintes systématiques, généralisées et continues aux droits humains sous le gouvernement Piñera, qu'ils s'engagent à favoriser les initiatives de solidarité de la société civile chilienne et ainsi qu'à organiser des missions d'observation officielle des gouvernements du Québec et du Canada. En ce qui concerne le gouvernement du Canada, on a demandé qu'il rappelle aux entreprises canadiennes et à leurs filiales et à leurs sous-traitants leur devoir en matière de respect des droits humains, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'eau et des terres autochtones. Dans notre mission, on est allé dans le nord du Chili, une région où c'est probablement l'un des déserts les plus secs au monde. Et il y a des mines de cuivre qui se trouvent dans cette région-là. Et c'est des minières canadiennes qui sont là et qui utilisent énormément d'eau. Une mine de cuivre demande beaucoup d'eau. Alors, ils pompent l'eau de la nappe phréatique et du seul lac qu'il y a là. Et ils dépensent autant d'eau que la ville de Toronto par année. Donc, ça énormément d'eau. Et il ne reste plus d'eau pour la population. La population est obligée d'avoir des camions citernes qui arrivent et qui donnent de l'eau à la population parce qu'il n'y a plus d'eau courante. Toute l'eau étant prise par les minières canadiennes. Et ils doivent payer parce que l'eau est privatisée. Et les minières ont les moyens de payer l'eau, alors que la population n'a pas ces moyens-là. Alors, on demandait aussi qu'ils mettent en place un ombudsman indépendant pour surveiller l'action des compagnies canadiennes. Et vis-à-vis du gouvernement du Chili, en collaboration avec les organisations chiliennes, on demandait qu'il soit mis fin à l'usage excessif de la force, aux détentions arbitraires, aux violences et abus sexuels et aux détentions non enregistrées et au passage à tabac, que soit entreprise une réforme de fond du Corps des carabiniers, consistant à démocratiser sa structure, encadrer ses fonctions et réviser ses protocoles. Ensuite, que dans le contexte de la pandémie, soient libérés tous les prisonniers politiques arrêtés depuis le 18 octobre 2019 et qu'ils soient mis en arrêt domiciliaire pour pas qu'ils soient... Parce que les prisons étaient un lieu de contagion très important. Mais il y a quand même une lueur d'espoir aujourd'hui parce que toute cette mobilisation qu'il y a eu de la société civile et de la population chilienne a fait en sorte qu'il y a eu un référendum sur la Constitution et le oui l'a emporté avec une forte majorité. Et là, il y a actuellement une constituante qui a été mise sur pied pour revoir la Constitution qui avait été adoptée sous Pinochet et qui faisait en sorte qu'il bloquait tout changement démocratique. Alors aujourd'hui, enfin, il y a une lueur d'espoir. Et en terminant, ce que je peux dire, c'est que depuis le 11 septembre 1973, nous sommes solidaires du peuple chilien et aujourd'hui, nous témoignons encore et toujours notre solidarité. Merci. Ben, merci beaucoup. Mais je tiens à saluer parmi nos invités la professeure, la professeure Geneviève Doré de l'UQAM. Merci d'être là. C'est un sujet très vaste. Le processus constituant, je pense qu'en partie, ça fait partie du légat d'Allende. Lui, il avait dit qu'il voulait avoir une constitution chilienne née du peuple. Et on a la phrase un peu partout aujourd'hui. Parle un petit peu plus fort.
Oui, ok. Alors, le processus constituant fait partie du légat d'Allende. C'est une constitution imposée par Pinochet en 1980. C'est justement le contraire de ce que le président Allende souhaitait. Et depuis longtemps, le peuple chilien demande une nouvelle constitution. Ça n'a jamais été fait, même pendant les années de la concertation du gouvernement en place, parce que la constitution, comme Luc l'a dit, ne permettait pas de changement. C'était pour perpétuer le néolibéralisme, le capitalisme tel que vu par les pinochetistes. Mais l'explosion sociale de 2019 est venue nous réveiller. Les manifestations populaires dans les rues exigeaient une nouvelle constitution, à part d'autres revendications essentielles pour la population chilienne. Et c'est pour ça qu'il y a eu une entente entre la droite et la centre-gauche et d'autres partis de gauche pour un processus constituant, et un premier plébiscite a été convoqué pour le 25 octobre 2020, que nous avons gagné, le Chilien à l'extérieur, nous avons voté également à 80%, plus qu'au Chili. La droite n'avait que 20% de voix. Alors il fallait déjà adopter les principes d'une nouvelle constitution. Il fallait nommer, élire les membres de l'Assemblée constituante, que c'est une exigence de la droite, on n'appelle pas Assemblée constituante comme partout au monde, mais c'est la Convention constitutionnelle. Alors, la gauche a eu une victoire écrasante. La droite n'a obtenu que 37 sièges parmi 155. Les restes des sièges appartiennent au groupe de gauche, du centre gauche, et c'est surtout des indépendants. Alors, la Convention constitutionnelle a commencé à fonctionner en juin dernier. On a élu une direction, et à la tête de cette direction se trouve une femme de Mapuche. C'est la première fois qu'on voit ça au Chili. Et aussi, je tiens à souligner qu'il s'agit d'une assemblée paritaire. On n'a jamais vu ça au monde non plus. Hein. C'est deux facteurs extraordinaires. Alors, on a commencé à travailler, ils ont commencé à travailler en juin dernier, mais avec toutes sortes de problèmes. Le gouvernement n'avait pas préparé les locaux, n'avait pas mis à la disposition la logistique, même le système de son ne fonctionnait pas, parce qu'on voit depuis le début que le gouvernement et la droite et les médias veulent boycotter ce processus constituant. Alors, ça fait qu'on n'a pas encore commencé à discuter du fond de la nouvelle constitution. On discute toujours du règlement, des commissions, d'autres problèmes, et on espère qu'au mois d'octobre, on commence à discuter du fond, du contenu de la constitution. Mais on discute déjà de plusieurs clauses qui devraient être intégrées à cette nouvelle constitution. Le nouvel État chilien
doit jouer un rôle beaucoup plus important parce que la constitution de Pinochet laissait à l'État tout ce que le secteur privé ne pouvait pas faire. Alors l'éducation était une marchandise, les logements et d'autres, l'éducation. Aujourd'hui, il y a seulement 30% de l'éducation est publique au Chili. Tout le reste est privé. On discute beaucoup du système présidentiel, un système qui est trop centralisé. Et moi-même, j'étais invité à témoigner dans cette commission pour raconter des expériences étrangères des États, des gouvernements et des pays moins centralisés. Enfin, j'ai mentionné le Québec et le Canada, enfin, qui sont beaucoup plus décentralisés. Alors, on discute également des droits des femmes qui ne sont pas dans la Constitution. On discute de la reconnaissance des droits des peuples autochtones. C'est incroyable que ça paraisse, les peuples fondateurs, 10 nations, ne sont pas reconnus dans la Constitution actuelle. Et on a 17 membres qui viennent des peuples autochtones et qui siègent à la Convention constitutionnelle. C'est très important ça. On discute également du système législatif au Chili. Enfin. Est-ce qu'on va continuer avec un système bicaméral qui est en retrait, je pense, dans beaucoup de pays, ou si on va directement, comme l'a fait l'Équateur, par exemple, à un système unicaméral, seulement des députés. Alors, j'ai raconté aussi ce qui se passe au Canada, enfin, un Sénat qui ne joue aucun rôle, des gens qui ne sont pas élus, enfin, tout ça. On ne peut pas accepter ça. Il y a d'autres aspects également qui devront faire partie de la nouvelle constitution. Les droits des travailleurs, les droits des syndicats, un nouveau code du travail qui doit être au moins reconnu en général et ensuite étudié en détail. On discute du pouvoir militaire, qui est un pouvoir presque suprême au Chili, jusqu'à maintenant. Malheureusement, eux, les forces armées, je dis toujours, dans des pays démocratiques, les forces armées obéissent au pouvoir civil, sont soumises au pouvoir civil, mais pas au Chili. Même le commandant en chef a fait une déclaration pour déclarer des antipatriotes à des Chiliens qui manifestaient au Chili. Enfin, lui, il se permet de faire ça. Alors, il y a beaucoup d'autres droits qu'on discute, des devoirs également, surtout les droits humains qui ne sont pas prévus dans la Constitution. On doit reconnaître les traités internationaux du Chili concernant les droits humains et dans d'autres domaines également. Alors, je ne voudrais pas m'étendre trop, mais vous dire que ça se continue, ça se poursuit et que notre fondation va avoir des discussions, des conférences sur ce sujet qui intéresse beaucoup de monde. Même Piñera a été reçu il y a quelques jours par le lycée, par le président français. Et le président français, il a dit, nous attendons beaucoup de la nouvelle constitution chilienne. Mais ici, comme quelqu'un l'a soulevé, les médias nous font les boycotts, enfin, c'est incroyable qu'on oublie et on passe sous silence notre 11 septembre. Et on doit protester. Moi, j'ai envoyé des articles et ils n'ont pas été retenus. Enfin, d'autres personnes probablement l'ont fait également. Alors, on va continuer cette discussion. On vous invite à apporter de vos idées. Enfin, on a beaucoup, comme Chiliens à l'étranger, beaucoup de possibilités d'apporter. Nous avons aussi, comme Chiliens à l'étranger, des demandes légitimes. Et il y a de plus en plus un consensus pour la création d'une région chilienne de l'extérieur avec
1 037 000 Chiliens recensés en 2016. Alors, ils veulent participer, les Chiliens à Paris, un peu en Australie, en Angleterre, même aux États-Unis, sont vraiment désireux de participer à ce processus. Et finalement, je vous annonce qu'il va y avoir des élections présidentielles en novembre prochain au Chili, le 21 novembre. Là, et aussi des élections parlementaires et régionales. Et le deuxième tour présidentiel se tiendra le 19 décembre. Nous allons voter. On n'a pas pu élire des constituants de l'extérieur, mais on va voter l'année prochaine la nouvelle constitution. Et ce nouveau président va avoir des responsabilités énormes. Nous croyons que c'est la gauche qui va gagner. Dans les sondages actuels, Boris c'est le premier, la droite, Sichel, c'est en deuxième place, et la candidate de la centre-gauche est Jana Provoste, troisième place. Alors je pense que le deuxième tour va permettre qu'il y ait un appui et une coalition de toute la gauche qui va gagner, j'en suis presque sûr. Merci. D'espoir, on a notre poétesse. En plus, je lis quelques poèmes de mon livre « Quand votre guerre a-t-elle pris fin » que je l'ai publié en pleine pandémie. C'est pas une bonne idée, mais enfin. Puis, dans le livre, je raconte l'exil, mon exil, mais l'exil les Chiliens qui ont fui la dictature. Et alors, il s'agit de ça, mes écrits. Bon, je vais commencer, comme c'est dans le livre, avec une citation de Mario Benedetti, une petite partie de son poème, qui est avant le poème que j'ai écrit. Pour tuer l'homme de la paix, pour frapper son front libre de cauchemars, ils ont dû se transformer en cauchemars. Pour vaincre l'homme de la paix, ils ont dû rassembler toute les haines et en plus les avions et les tanks pour battre l'homme de la paix. Ils ont dû le bombarder, le mettre en flammes, parce que l'homme de la paix était une forteresse. Excusez. Le poème à moi s'appelle « Le coup d'État ». Des chars d'assaut face au palais présidentiel, j'avais peur. Je les croyais. Je m'informais par la radio, dans les journaux, les menaces d'une invasion. Ma mère craignait aussi. Mes collègues, professeurs, ma voisine. Mon mari, non. La propagande, l'hypocrisie des putschistes, la nationalisation du cuivre, tout ça, ils le savaient. C'est arrivé en 11 septembre, au Chili. Sur le patio, je venais dégrainer une poignée de fèves fraîches. Mes fils jouaient. Une petite main soudaine pointant vers le haut. « Regarde, maman !» Les avions rougissants traversaient le ciel, s'approchaient, laissant des sillages voltigeants. Ils délogeaient quelque chose que je n'arrivais pas à distinguer au loin. Pendant la nuit, les mitraillettes
qui vont-ils cribler? Où sont-ils? On ne s'habitue pas au brusque freinage des voitures, au bruit incessant des klaxons, aux marches militaires dans les téléviseurs, montrant des camarades vaincus, faisant des aveux, leur dignité piétinée. Personne n'a su m'expliquer si c'était la fin du monde ou la fin d'une journée. Mon homme, condamné à vivre en exilé, disparu dans les espaces du silence, il n'a jamais été le même. Il a fui sa destinée, qui était aussi la mienne. Nous avons parcouru des continents austères, cherchant protection et toit. Avec nous, José, Cecilia, Francisco, Maria. L'intolérable incertitude, puis l'arrivée, le Québec. Sans ouvrir nos valises, nous attendions leur retour. Nous voulions renaître. Nous avons pleuré pendant des siècles. Il avait mal, et moi, avec lui. Nous avons vu grandir nos enfants. 47 ans, 48 ans, après, je me souviens du mensonge de nos inquisiteurs, des chars d'assaut, les Russes à Santiago, invention macabre, prélude de guerre, piétiner les rêves de liberté. Nous avons fini par nous taire. Aller de l'avant, tout en sachant que bientôt s'ouvriront les grandes avenues sur lesquelles passeront des hommes libres pour construire une société meilleure. Je lis une autre. Vous voulez une autre? Je voudrais bien, parce que ça fait longtemps que les gens sont debout, peut-être, je sais pas. Comme tu veux, là, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez une autre ou pas? Je ne sais pas. Je peux lire les derniers que j'avais. Bon. Ok, uno cortito, gracias. Sí. No, verdad. Bon, la citation d'avant, ce poème-là, c'est une citation de Gaston Miron. J'en parle à cause d'un village de montagne d'où s'envolent des rubans de routes fragiles, excusez. Toi et moi, nous y fûmes plusieurs fois la vie, avec le bonheur qui d'habitude arrive. Bon, la lecture du temps. Bleu le ciel de mon Chili, de la cordillère des Andes, ces bleus qui défilent le soleil implacable des rues ensanglantées de Santiago. Ici et maintenant, la pandémie. Là-bas, un demi-siècle s'est écoulé. L'incertitude, la dispersion. Dans la blessure glacée, la neige s'égorge lentement. Les nuages à l'étranger prennent une autre forme. Il y a urgence. Épurer l'éclair. Accepter l'inacceptable. Guérir. Oh, guérir. Merci. Pour conclure, très brièvement, il y aura, Osvaldo en a parlé un peu, des rencontres sur le processus constitutionnel, soit par Zoom ou autrement.
Évidemment, le 50e anniversaire nous préoccupe déjà et on est très heureux et honoré que Mme Harel ait accepté d'être la présidente d'honneur du comité qui va préparer les festivités et dont le plus grand défi sera de rejoindre la jeunesse. Parce qu'on se parlait à notre réflexion, notre comité de réflexion, et on se disait, même nos enfants ne connaissent pas l'histoire. Ça n'a pas de bon sens. Il faut changer cette situation, rejoindre les institutions d'enseignement, en quelque sorte, et aussi rendre actuelle la situation au Chili pour faire en sorte que cette réforme et ces élections en novembre et décembre soient un résultat très positif pour la construction de la démocratie.